Salut à tous, bienvenue dans Carnet des Champs. Aujourd'hui, on se retrouve au Pays d'en Haut dans le canton de Vaud, plus précisément à la Lécherette, sur l'exploitation de Steve et Caroline Denzer pour parler de la fauche des prairies écologiques. Salut Steve. Salut Léa. Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Dans la région, on voit que la plupart des prairies, elles sont déjà bien fauchées. Et puis là, autour de nous, on voit que la tienne, elle est encore sur pied. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison ? Alors oui, il y a plusieurs facteurs à ça. Le premier, c'est que c'est une prairie écologique extensive qui est légalement autorisée à être fauchée que depuis le 15 juillet. Nous sommes aujourd'hui le 23, sauf erreur. Et malgré ça, il y a eu une fenêtre météo qui s'est présentée pour pouvoir la faire. J'avais également d'autres parcelles qui étaient agendées au 15 juillet. J'ai mis la priorité sur d'autres. Celle-là va venir après, selon la météo. Sur une prairie écologique, une prairie extensive, comment tu interviens dessus au cours de l'année ? Dans la prairie extensive, on ne fait aucun travail de fumure ou d'entretien du sol ou autre. On fait uniquement une récolte par année. On laisse bien la floraison arriver et que les micro-organismes et puis la flore et la faune sauvage puissent faire leur cycle convenablement dedans. Et c'est aussi pour cette raison que le 15 juillet est une date clé aussi pour la flore, qu'elle puisse vraiment bien passer son stade. On a vu dans un précédent épisode les prairies permanentes de fauche, donc c'est pas du tout le même type d'entretien qu'une prairie écologique. Du tout. La prairie de fauche a un contraste ou une comparaison production. C'est vraiment un outil de travail que l'agriculteur doit faire de la production dessus. Ici, certes, il y a une production, mais en équivalence avec l'écologie qui permettent, comme les arguments qu'on a cités juste avant. Et puis, c'est pas là où on fait le plus de fourrage, c'est justement notre partie plus écologique qui permet justement à la nature d'avoir un petit peu un refuge, alors que les autres prairies se fauchent plus vite. Et alors, au moment de la fauche, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pratiques, avec quel type de machine, et puis est-ce qu'il y a des paramètres à faire attention pour venir faucher cette surface, par exemple ? Alors tout à fait, je pratique à la fauche avec une motofaucheuse, c'est-à-dire une machine où l'on marche derrière avec un peigne de coupe et non avec une grosse machine à disque pour justement que ça fasse une coupe nette et sans brasser le fourrage qui évite aussi tous les insectes présents qui soient broyés dans la machine. C'est une toute petite machine qui permet de préserver le sol aussi parce que sur la parcelle où nous nous trouvons, c'est une parcelle qui est relativement marécageuse, donc difficile d'accès. Et avec cette machine, ça permet de faire le minimum de dégâts et le meilleur travail pour le fourrage. Parce que si on commence à arriver avec des véhicules lourds, étant une parcelle marécageuse où il n'y a pas seulement d'eau qui ressort, on a vite fait d'imprégner le fourrage de souillure, d'odeur marécageuse. Et ça, pour le fourrage, c'est très mauvais parce que les animaux après ressentent cette odeur qui est un peu ragoûtante pour eux. Et alors une fois que tu as une fenêtre où tu te dis voilà, maintenant je peux venir faucher, il te faut quoi, 2-3 jours de beau pour être sûr de pouvoir récolter la prairie ? Alors idéalement on vise une fenêtre de 3 jours, tout à fait, on fauche dès la dérosée et on essaye de faire un travail le minimum possible de mécanisation dessus pour arriver au séchage, juste un petit fanage pour retourner, après on ondaine et on ramasse. On voit niveau couleur, si on regarde ailleurs sur le Pays d'en Haut où c'est des prairies vraiment très vertes, les prairies permanentes de fauche, on voit que là on est un petit peu plus sur les tons bruns, jaunes. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ces prairies écologiques, elles ont souvent cette couleur à mi-juillet, fin juillet quand elles sont encore sur pied ? Et puis finalement, est-ce que ça reste quand même un bon fourrage pour ton bétail ou c'est vraiment des prairies qui sont dédiées à l'écologie et puis derrière, niveau fourrage, qu'est-ce que tu peux en retirer ? Alors, le fait que ça vienne un peu plus jaunâtre, c'est tout à fait parce que le stade de la végétation est relativement avancé. Comme là, on voit quasiment fin floraison ou égrainement. Et du coup, la plante se met à sécher. Et puis, par le biais de se faire resmousser sa prairie. Donc, voilà un peu l'explication, surtout du fait que ce soit aussi un 15 juillet. Voilà. Et moi, j'aime aussi seulement la laisser assez mûrir, que le stade avance, parce que c'est aussi du fourrage qui est plus facilement séchable, qui est moins plein d'eau, qui a déjà mûri un peu sur pied. Au niveau de la qualité du fourrage, alors c'est clair qu'on y perd un petit peu à prendre une plante qui est en fin floraison, au niveau qualité fourragère. Après,
Cette plante va rester quand même tirer son épingle du jeu par le pied fibreux parce que ça amènera un petit peu de fibre. Alors pour répondre à ta question, est-ce que c'est vraiment une prairie dédiée à l'écologie ou à l'agronomie? Je dirais c'est du 50-50. Par contre, nous y retrouvons, je pense, dans la partie du 50% écologique parce que ça fait un écosystème dont on a tous besoin aussi pour nos autres prairies. Toi, tu en vois quand même le bénéfice. Voilà, tout à fait. Et puis, il ne faut pas dire qu'il y a encore plein de plantes qui sont vertes et qui auront une valeur fourragère. Certes, ce sera le moins bon fourrage qu'on va faire, mais comme nous autres aussi êtres humains, on ne mange pas toujours que des choses idéales dans notre plan nutritionnel. Est-ce que c'est une obligation pour les agriculteurs d'avoir des prairies écologiques, des surfaces écologiques? Oui, tout à fait. Alors c'est un minimum légal de 7% de la surface de l'exploitation doit être en écologique, en prairie écologique, soit en pâturage écologique, soit en fauche, soit en prairie à litière. Il y a plusieurs variantes, mais on doit en avoir au moins 7% qui répondent à ce cahier des charges écologiques. Moi, sur mon exploitation, je suis à 40%, qui est un choix volontaire parce que certaines parcelles se prêtent bien à ça et puis qu'en même temps, comme je l'ai dit aussi avant, quelque part on a de moins en moins de biodiversité. Donc si les écosystèmes peuvent aussi bien corréler avec l'agriculture, on s'en sort bien et je pense que tout le monde y est gagnant. La protection de la biodiversité ainsi que la conservation de la qualité des paysages font partie intégrante du cahier des charges de l'agriculteur suisse. Il faut savoir que chaque exploitant doit dédier au minimum 7% de sa surface agricole à la promotion de la biodiversité et il peut aller jusqu'à 50%. Au-delà des 50%, il est toujours en droit de le faire, mais on considère que cela sort de son mandat envers la société et il ne touchera donc pas de paiement direct pour ces mesures supplémentaires. Avec 40% de surface de promotion de la biodiversité, dit SPB, Steve fait vraiment partie des agriculteurs modèles à ce niveau. Beaucoup d'agriculteurs utilisent les prairies extensives comme base pour les SPB, mais il existe de nombreuses autres options disponibles. Par exemple, des bandes fleuries en bordure de champs cultivés, des jachères florales, la mise en place ou la conservation d'arbres, de haies, d'étangs ou de murs de pierre sèche. Et surtout, le plus intéressant là-dedans, c'est que la majorité de ces surfaces de promotion de la biodiversité sont intégrées volontairement dans ce que l'on appelle des réseaux écologiques qui sont suivis et encadrés par des biologistes. Cela permet de créer une mosaïque de milieux favorables à la biodiversité qui permettra aussi le déplacement des espèces animales sur l'ensemble du territoire agricole. Steve, on est de retour avec toi sur ton alpage au Moss. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation de manière générale? Oui, alors c'est une exploitation familiale que j'ai repris depuis 2016, qui était en production laitière jusqu'à ce moment-là. J'ai reconverti cette exploitation en bio et en production de vaches allaitantes. Combien d'hectares et combien de têtes de salaire? Alors nous avons 16 hectares de SAU avec deux plus gros alpages de 60 paquiers et ça représente mon troupeau une vingtaine d'UGB, à peu près 16 mères et tout le reste est des jeunes. Et autre chose à part les vaches que tu as sur ton exploitation? Alors, on a aussi une petite basse-cour avec une petite production d'œufs, on a quelques porcs aussi, on a quelques petits animaux comme ça, on a des moutons aussi pour amener de la diversité dans l'exploitation et puis pas avoir tous nos œufs dans le même panier et amener un peu de diversité, quoi, pas qu'une production peut-être dans le guidon comme on dit. Et finalement, tous ces produits que tu arrives à avoir sur ton exploitation, où est-ce qu'on peut les retrouver si on a envie de déguster et d'en acheter? Alors, le plus simple, ce sera de prendre contact avec moi. Je préfère le contact directement avec le client pour pouvoir présenter, discuter qu'est-ce qu'il aimerait, et puis plutôt que d'avoir un choix dans un magasin. Donc, nous pratiquons la vente à la ferme et en discussion avec chaque client de son intérêt, ce qu'il aimerait, on trouve des solutions. Steve, qu'est-ce qui te passionne dans l'agriculture? Alors, la passion que j'ai, je dirais que c'est presque ma reconversion. Parce que j'ai toujours été passionné du milieu depuis tout gamin, à jouer avec des petits tracteurs dans le gazon et compagnie. J'ai commencé ma carrière d'agriculteur en étant très intensif et productiviste et type agriculture industrielle.
Et jusqu'à la fin de ma formation du CFC, j'étais obtus, on peut dire, dans cette vision. Et là, quel phénomène, je peux encore pas le dire. J'ai retourné ma vision de la chose et puis je me suis retourné sur l'agriculture extensive et biologique, d'où l'idée de faire un produit que j'arrivais à produire uniquement chez moi sans avoir besoin d'intrants. Ce qui me passionne le plus, c'est de retrouver la symbiose homme et nature, de pouvoir nourrir aussi la population humaine, mais en partage avec la nature sans avoir le sentiment de lui prendre le plus possible sans rien lui donner. Ce qui me passionne encore plus, c'est de gérer au rythme de la nature et ce qu'elle peut nous offrir et de retirer ce qu'il en faut pour la consommation humaine et avec le respect que ça demande aux consommateurs de consommer le produit que la nature nous donne. Parce qu'elle est très généreuse, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu ce feeling qu'on avait avec et de savoir la gérer pour qu'elle soit autonome et puisse faire ses cycles naturels normalement et nous en laisser le surplus. C'est arriver à cette gestion-là qui est vraiment passionnante. Évidemment, les surfaces de promotion de la biodiversité ne peuvent être ni fertilisées ni amendées. De plus, avec les fauches tardives imposées, la qualité nutritionnelle des fourrages produits sur ces surfaces est souvent moindre. L'occasion pour moi de vous parler de notre gamme de complémentation alimentaire pour le bétail. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter nos seaux alléchés Calix. À base de protéines de blé et d'huile de maïs, les seaux alléchés Calix sont garantis sans mélasse, un cas unique sur le marché. Ainsi, vous pourrez complémenter la ration minérale et vitaminique de votre troupeau tout en respectant le système digestif de vos ruminants. Calix Green pour la mise à l'herbe, Calix Ruby pour la saison hivernale, tous deux bénéficient d'un complexe de 8 huiles essentielles pour lutter naturellement contre les parasites intestinaux. Zéro mélasse, moins de consommation, plus de bien-être. Calix est le seau alléché idéal créé par Timac Agro. À bientôt dans Carnet des Champs.